Alors si on va vers des pathologies un peu plus dures, la dépression vraie, etc., est-ce que le rêve éveillé libre, si on a compris que ça pouvait s'appliquer, être efficace dans ce cas-là aussi, est-ce que vous avez aussi des exemples dans ce domaine? Oui, tout à fait. Là, c'est une personne qui est arrivée justement avec une problématique de ce que j'évoquais à l'instant, quelque chose de très figé, avec un mal-être très important et une incompréhension par rapport à ça, parce qu'elle ne semblait pas avoir d'histoire de grande souffrance, enfin, mais ça n'allait pas. Et vous allez voir comment dans le rêve, elle passe du figé au flexible. Et ça, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est notre fil conducteur. Alors, elle commence ainsi. Puis c'est intéressant parce qu'elle travaille aussi de sa posture dans la thérapie, vous allez voir. Je me fais une opération de la tête. J'ouvre mon crâne et sous la peau, il y a du métal. Un vrai bordel. C'est tout métallique dans ma tête. Il y a des robots esclaves qui tournent autour d'une roue et d'un axe. Je dis aux esclaves qu'ils sont libres, que c'est ouvert, qu'ils peuvent partir. Alors ils s'en vont, ils montent le long des escaliers de mon crâne. Alors dans ma tête, il n'y a plus de métal, mais il y a une caverne creuse, et cet axe au milieu, je le coupe, je tire dessus, le bas du crâne c'est de l'eau. Comme si je remontais un filet à l'autre bout de l'axe, et comme s'il y avait tous les débris qui sortaient de la mer. Des cadavres, des trucs morts. C'est très gai, hein? Ah oui, parfois c'est... Très déprimé. Je pose ça à côté, je regarde s'il y a quelque chose dans l'eau et je vois un crampon avec la chaîne de l'encre. Au bout de l'encre, il y a des algues, des petits rouleaux métalliques qui contiennent des parchemins, il y en a plein, ils tombent et je les ramasse. Ça, c'est la première partie du rêve. Donc vous voyez comment elle pose sa problématique. Il y a quelque chose de figé, de froid, de métallique. Et puis il y a cette partie robot-esclave. C'est-à-dire que cette personne, elle était enfermée dans une vie dont elle avait perdu le contrôle. Elle se sentait esclave au travail, elle se sentait esclave dans sa famille, elle se sentait esclave dans tous les domaines de son vie. Complètement asservie. Et ça, c'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui sont en état dépressif, parce qu'ils ont perdu le contrôle et il y a quelque chose qui les déborde. Et du coup, ça s'arrête. Il y a une forme de léthargie qui se met en place, parce que finalement, à quoi bon? Oui, on s'ankylose pour anesthésier un peu la douleur et tout ça. Exactement. Finalement. C'est comme on débranche d'une certaine manière. Alors bien sûr, ça fait peur parce qu'on se demande ce qui se passe, mais je leur dis toujours de remercier leur dépression parce que pour moi, c'est le gyrophare d'alerte du pompier. Le déclencheur. C'est le déclencheur. Tant qu'il n'y a pas de dépression, tant qu'il n'y a pas de burn-out, on parle beaucoup de burn-out aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas un vrai débranchement, oui. Je ne sais pas comment on dit, eh bien la personne, elle continue, hein. Tant que ça tient, elle continue dans sa vie de robot, esclave. Ça tient, ça tient, ça tient. Donc c'est un événement déclenchant qui va permettre justement de s'interroger. Voilà, et je leur dis, mais merci l'événement, parce que c'est ça qui vous a permis de prendre conscience que cette vie-là n'était plus la bonne pour vous. Elle a peut-être été la bonne pendant 10, 20, 30 ans, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Donc il faut revenir sur ce chemin de vie, remettre à plat ce qui n'a pas été bon ou ce qui n'est plus bon aujourd'hui, pour pouvoir démarrer vers une forme de liberté. Aux femmes, je leur dis, imaginez que vous videz votre sac à main là, sur la table. Ouais. Et alors les sacs à main de femmes, hein, vous savez. Elle est trop petite. Vous videz votre sac à main et on fait du tri. Le vieux mouchoir, le rouge à lèvres tout sec, le porte-monnaie troué, on le change, et voilà. Et puis on remet un agenda tout neuf, un nouveau porte-monnaie, le rouge à lèvres, on en rachète un joli, et on re-remplit le sac avec des belles choses. Donc, dans une dynamique et dans un vrai choix. Exactement. C'est ce qui permet de sortir de la dépression. La couleur du rouge à lèvres, le machin, exactement. Et je reprends contrôle. Je continue mon petit rêve, juste pour vous montrer l'évolution, la progression au sein même d'un rêve. Dans un rêve, il y a une intro, un développement et une conclusion. Et le développement, c'est tous les aléas qui vont traduire ce qui se passe dans le cerveau. Vous voyez que, sans le savoir, elle le sait, parce qu'elle parle très bien de ce qui se passe dans sa tête. nous parle bien, il faut juste l'entendre. Ah ouais, exactement. Alors il y avait cette encre-là, vous vous souvenez? Je pose l'encre avec les détritus, et ils deviennent du sable. Ça coule et ça disparaît. C'est déjà moins rigide. J'ouvre les rouleaux, et dans chaque rouleau, il y a un parchemin. Et sur chacun,
il y a des mots d'amour que ma mère ne m'a pas dit et que j'aurais aimé entendre. Je les lis et je tapisse le fond de mon crâne avec. Je les mets sur les parois, ils entrent dans l'os et maintenant ils font partie de moi. Mais ils sont juste dans ma tête, pas dans mon cœur. Ça me pose un problème. Alors, je dis à mon cœur de monter dans ma tête. Là, il y a un silence parce qu'il se passe des choses. Ça y est, il est dans ma tête et il se met à palpiter. Et à chaque battement, des parchemins se décollent de la tête et entrent dans le cœur. C'est magnifique. Le cœur se met à tourner comme une toupie. Les parchemins deviennent comme un grand voile qui entoure le cœur et qui font comme un nid autour du cœur. Le cœur s'endort dans le nid. Il sait qu'il est aimé et il devient fort et ça le remplit. Ça le remplit d'énergie et c'est comme s'il devenait plus gros. J'ai l'impression qu'il est énorme. Et voilà, c'est fait. Et elle rouvre les yeux, elle se rassoit. Alors là, elle est dans une phase, c'est son inconscient qui formule. Oui, là elle a déjà cheminé. On a quand même, on a l'impression, en tous les cas, qu'il y a une partie déjà de réparation. Exactement. À travers ce rêve éveillé. Exactement. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Tout de suite, elle nous parle de quelque chose dont elle n'avait jamais vécu, dont elle n'avait jamais parlé, en tout cas dans les passages de face à face. Oui. C'était de ce manque d'amour maternel. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose dont on a forcément conscience. Mais le rêve va permettre d'exprimer ça, de réparer. C'est ça qui est génial. Est-ce que la patiente, là en l'occurrence, elle se souvient de ce rêve quand elle se met en face à face avec vous? Alors ça dépend. Quand les rêves sont très longs, ils ont perdu le fil parce que parfois il peut y avoir, donc là c'est dans une certaine continuité, parfois le rêve est discontinu, c'est-à-dire il y a une succession d'images et donc parfois la personne ne se souvient plus du démarrage. Mais il suffit de la rebrancher dessus et ça revient tout de suite. Oui, donc finalement l'inconscient a la voix de la guérison. Oui, si vous voulez, on se base sur le principe de l'homéostasie, c'est-à-dire que naturellement le corps est programmé pour aller vers ce qui est bon pour lui. Donc le cerveau, il est programmé pour ça aussi. On est programmé pour la survie. Exactement. Donc il s'adapte. En équilibre. Il s'adapte. S'il y a eu un bug, il s'adapte. Mais à un moment donné, il faut s'en dépouiller. Exactement, c'est ça. Et donc ça permet effectivement après, avec le face-à-face avec le psychanalyste, d'aller un peu plus profondément et de s'en dépouiller. Oui, tout à fait. Dans le conscient cette fois-ci. Exactement. Donc là, vous avez vu, c'est très imagé. Donc parfois, on a des personnages réels qui sont appelés par le rêve, et puis parfois, on a des symboles comme ça, mais qui là, sont assez clairs. On voit tout ce cheminement, toute cette réparation qui est faite sur cette blessure-là du manque d'amour, et ce lien, cette communication qui se refait entre le corps et le cerveau. Les gens qui sont en état dépressif, ils sont complètement au niveau du mental. Ils sont coupés du reste du corps. Du ressenti. Exactement. Exactement. Ils sont enfermés dans un mode de pensée un peu en cercle répétitif. Et donc le fait de se reconnecter à son cœur et de réparer le cœur par la même occasion, ça lui a permis de s'ouvrir énormément de portes. Mais c'est quand même extrêmement surprenant, en tout cas moi ça m'étonne de voir à quel point les images sont précises et signifiantes. C'est vraiment fabuleux. Oui. Alors, on voit bien, dans la dépression, vous nous donnez cet exemple et c'est tout à fait intéressant. Bien sûr qu'on va se poser la question, et je vous la pose, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, se dire que si on a eu un trauma important, oui. Conscient ou pas d'ailleurs, oui. Est-ce que justement ça peut servir de pansement post-traumatique là, pour essayer de refaire sortir ce qui a été enfoui? Alors c'est pas tant un pansement que ça permet. Disons que, alors nous, on ne sait jamais, je précise qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va émerger dans le rêve. On travaille sur vraiment l'imprévisibilité. Donc la personne dit quelque chose, mais on ne peut pas décider que le rêve aujourd'hui va traiter de ça. La personne ne peut pas me dire, moi j'ai envie de travailler là-dessus. Je dis, mais moi j'en sais rien, ce qui est bon pour vous, on va voir. Donc il arrive effectivement parfois qu'il y ait un revécu de traumatisme, et par ce revécu, il y a réparation.
Donc là, je vous ai pris un passage d'une personne. Alors, c'est que des femmes que j'ai pris. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai pris que des rêves de femmes. Il y a aussi des hommes qui rêvent, hein, bien évidemment. Donc, c'est une personne qui était battue par son père. Okay. Et donc, elle va revivre cette scène pour pouvoir réparer, non pas... Alors, je leur explique, bien sûr, qu'on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas non plus juger les parents qui... Voilà, on fait peut-être ce qu'ils ont pu avec leurs propres problématiques, leur propre histoire. On n'est pas là pour les juger. Mais par contre, ça va permettre à la personne, justement, d'aller réharmoniser, d'aller se réconcilier avec la personne violente. Là, on libère des engrammes. Exactement, on libère des engrammes. C'est tout à fait ça. Parce qu'il y a une mémoire corporelle, on appelle ça des engrammes, c'est-à-dire c'est ce qui se fixe en nous depuis même avant. Nous, on parle du moment de la conception. À partir de la conception, il y a des engrammes déjà. Donc on questionne, moi je questionne systématiquement sur la vie, la période intra-utérine et parfois même la vie avant la conception, parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent bien avant la naissance. Donc ça c'est important de le garder. En passant par là. Et oui, donc j'ai des rêves, alors c'est pas l'objet ce soir, mais dans les rêves on retrouve des choses très très surprenantes dont je parle en formation sur les souvenirs. Alors souvenirs, toujours pareil, est-ce qu'on a la preuve que... Oui, non, bien sûr. Mais en tout cas, on a des scénarios comme ça très très clairs de revécu intra-utérin aussi. En tous les cas, c'est le vécu de la patiente. Exactement, peu importe. C'est ce qui l'encombre. L'important, voilà, c'est que vous, après, vous puissiez réparer, avancer, reprendre le dessus.